Mon nom est Laetitia Avia, je suis ancienne députée française, je suis avocate spécialisée dans les sujets de compliance et de politique numérique. Et donc, on m'a donné quelques minutes pour parler d'un sujet de mon choix. Et donc, ayant ce moment de carte blanche, j'ai décidé de vous parler de mes névroses et donc du sujet qui m'angoisse énormément en ce moment, qui est ce qu'il va se passer en 2024. 2024, année extrêmement importante pour tous ceux qui sont concernés à la fois par les questions numériques et par les questions de démocratie, c'est-à-dire absolument tout le monde. Alors, avant de vous parler de 2024, je vous proposais de faire un petit bond en arrière et de voir quelques petites images qui vont nous rappeler un petit peu ce qui est en jeu ici. Voilà. Première chose, quand on parle de menaces numériques sur la démocratie, je pense qu'on a toutes ces idées, ces images en tête. 6 janvier 2020, invasion du Capitole. Est-ce qu'on a besoin de revenir sur la place que Internet, les réseaux sociaux ont joué dans cet acte majeur de déstabilisation, de tentative de déstabilisation de la démocratie aux États-Unis? J'espère que non. En tout cas, il a bien été montré et démontré à quel point les réseaux sociaux ont été utilisés à la fois comme un vecteur de diffusion de la désinformation, à la fois comme un vecteur de mobilisation d'individus pour se rassembler et se retrouver dans cette tentative d'insurrection, dans cette réussite finalement en réalité même d'insurrection, et donc à quel point les réseaux sociaux ont été un élément déclencheur et très fort dans de menaces numériques sur la démocratie américaine. Seul point d'interrogation, vous savez qu'un rapport d'enquête a été remis à la suite donc, de ces événements. Rapport dont les pages relatives à l'impact du numérique sur l'insurrection de janvier 2020 ont été supprimées. Je ne sais toujours pas pourquoi. Si jamais certaines personnes du lobby des Big Tech sont ici et peuvent répondre à cette question, ce sera avec très grand plaisir. Deuxième cas de figure, on va descendre un petit peu en Amérique du Sud, le Brésil. Allez, on a le choix, on peut prendre 2018, on peut prendre 2020. Dans tous les cas de figure, on a eu un impact extrêmement important de l'usage du numérique sur le résultat de l'élection. Vous prenez l'élection 2018, ça a été largement commenté avec un usage particulier de WhatsApp, à la fois comme élément de diffusion de la désinformation et de mobilisation d'un électorat pour Bolsonaro. Et en 2023, 3 ans après l'invasion du Capitole, on a vu ces événements se répéter avec exactement le même modus operandi et l'utilisation des réseaux sociaux pour mobiliser et créer un phénomène d'insurrection visant à contester ces élections. Ici, en revanche, étant donné qu'il y avait un petit peu l'historique de 2018, l'intervention rapide de la Cour suprême a permis de contenir ce phénomène. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même vu une élection qui a failli être complètement déstabilisée par l'usage de cet outil numérique. On voyage un petit peu, on va dans mon pays, la France. Alors, j'ai pris deux élections, deux choix, mais alors, on en a hein, des questions de menaces numériques sur la démocratie en France. Mais prenons par exemple cet exemple de 2017, qui moi m'a toujours assez fait sourire, puisque en 2017, il a été quand même assez largement commenté, le fait que lorsque le candidat Emmanuel Macron s'est présenté à l'élection, il est devenu la cible de la désinformation russe. C'était su, commenté, partagé. Alors, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas ému grand monde. Pourquoi ? Eh bien parce que cela est intégré complètement dans notre système de pensée. Et nous savons, en effet, qu'en période d'élection, eh bien oui, il y a de l'interférence étrangère, eh bien oui, il y a des tentatives de déstabilisation. Et aujourd'hui, on en parle, on le commente, mais on n'est pas du tout arrivé dans une période de contestation de ce phénomène. Si bien même que lorsque les fameux Macron Leaks ont été diffusés après l'élection, il y a eu un phénomène de réjouissance vis-à-vis du fait que cela n'ait eu lieu qu'après l'élection et donc n'ait pas finalement déstabilisé le scrutin national. Mais je pense qu'il manquait un élément peut-être de discussion, débat, action sur le fait même qu'une puissance étrangère, encore une fois la Russie, vienne prendre part sur un scrutin national. Vous me direz, l'élection n'a pas été affectée, je vous dirais, ce n'est pas le point in fine et il est extrêmement regrettable qu'on n'ait pas été davantage conscient de ce phénomène. Je vous mets un petit exemple de 2020 que j'ai vécu assez de près. Élection municipale à Paris,
perturbé par un événement que les Français connaissent sous le nom de Grivogate. Des photos à caractère intime d'un candidat ont été partagées sur les réseaux sociaux. Là encore, extrêmement commenté. En revanche, très peu de commentaires, d'actions et de mobilisation sur le fait que cela soit revendiqué par un activiste russe qui utilisait une méthode très connue qui est celle du compromat, qui est celle donc de pouvoir obtenir par moyen actionné vraiment des photos à caractère intime de clients, de politiques, pour pouvoir justement les déstabiliser ou les faire chanter. C'est une méthode qui est connue, c'est une méthode qui n'est toujours pas suffisamment contestée, on la voit, elle est comme le nez au milieu du visage. Que se passe-t-il? Pas grand-chose. Dernier exemple que je voulais vous présenter, 2021, alors cette femme, c'est Annalena Baerbock. Alors en 2021, elle a failli devenir la chancelière allemande. Alors elle a perdu les élections. Généralement, quand on perd des élections, il y a une panoplie de raisons qui mènent à cela. Mais là, je pense que dans ce cas de figure, on peut quand même indiquer qu'il y a eu un élément assez présent et qui a été assez déterminant quant à l'issue de cette élection. C'est qu'elle a subi, elle était la cible d'une campagne de désinformation extrêmement forte qui l'a présentée comme une ancienne prostituée. Évidemment, hein, femme en politique, c'est assez évident. Des études très précises ont réussi à faire remonter l'information et à montrer qu'il s'agissait sans aucun doute d'informations et de fausses informations qui émanaient d'organismes russes et qu'il n'y avait jamais eu le moindre début de commencement d'activité de prostitution pour cette candidate. Néanmoins, le seul fait que cette campagne de désinformation ait lieu a déstabilisé le scrutin démocratique. Et puis aussi, vous savez, comme on dit, il n'y a jamais de fumée sans feu. Je vous ai pris ces quelques petits exemples, mais vous imaginez bien qu'il y en a partout. Et je pense que vous toutes et tous, quand vous pensez notamment à la dernière décennie, vous avez des exemples en tête de moments où l'outil numérique est intervenu pour à la fois remettre en cause la parole de politiques, de candidats, les informations. C'est ce qu'on appelle les déstabilisations numériques des démocraties. Alors pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui? Parce que 2021, c'est quand même une année qui sera assez importante. 2021, c'est ça. Tous les pays qui sont en bleu, ce sont les pays où il y aura une échéance électorale 2024. J'aimerais repousser cette échéance, mais je n'y arrive pas. 2024, c'est une année où il y aura des élections dans la moitié des pays du globe. Et encore, je vous parlais tout à l'heure de question de démocratie. La démocratie, ce n'est pas qu'une question d'élection. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on voit les différents conflits armés qu'on a sur notre planète, quand on voit à quel point les menaces numériques sur notre démocratie peuvent se retrouver sur des sujets même du quotidien, sur les questions de santé publique, ce n'est pas qu'une question d'élection. Mais si on prend ne serait-ce que la question des élections, ça, c'est l'ensemble des pays où il y aura un problème en 2024. Et j'utilise le futur. Je ne dis pas il y aura éventuellement. Je ne dis pas il est susceptible de se passer quelque chose. Lorsque l'on parle de menaces numériques sur la démocratie, il faut savoir que ça aura lieu. Ce qu'il faut savoir ensuite, c'est qu'est-ce qui aura lieu, quand et comment. Mais surtout, ne pas se voiler la face, parce que quoi qu'il en soit, on va droit dans le mur. Après, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour peut-être à la fois ralentir notre course et essayer d'atténuer le dommage, parce que quoi qu'il en soit, ce mur, on va le rencontrer. Alors, je vous disais, la question, c'est qu'est-ce qu'on va rencontrer comme menace numérique sur la démocratie? Moi, je les identifie à 4 niveaux. Le premier niveau, c'est celui auquel vous pensez en premier lieu. C'est la question de la désinformation, c'est la question des ingérences étrangères. C'est ce qui est évident et contre lequel on n'arrive pas non plus à lutter aujourd'hui, mais au moins, en matière de prise de conscience, je pense qu'on y est. Et Dieu merci. On sait qu'on est en pleine guerre de l'information et que, en particulier lorsqu'on est en présence de scrutin électoral, cette guerre de l'information, elle est cruciale et elle permet à des agents étrangers de venir influer sur le résultat d'une échéance électorale. Ça, c'est bon, premier point, check. Deuxième point, qui est moins évident, qui est un peu plus sinueux, c'est la question de la représentation et de la capacité à s'exprimer. Tout à l'heure, quelqu'un très intelligent a posé une question pas évidente. Qu'est-ce que la démocratie? Eh bien, la démocratie,
Ce sont deux piliers. C'est la capacité à pouvoir s'exprimer, exprimer des idées, et la capacité à pouvoir représenter ses concitoyens. Or, lorsque on est en particulier une personne issue d'une minorité ou une personne issue de la majorité féminine, puisque n'oublions pas que les femmes sont une majorité sur cette planète, eh bien, on est davantage la cible de cyberattaques et de contestations, non pas des opinions, mais de la personne que nous sommes, avec des atteintes à la dignité qui sont bien plus fortes que celles que peuvent subir le mâle blanc de plus de 50 ans. Disons les choses telles qu'elles sont. Résultat, une femme issue d'une minorité, je parle en connaissance de cause, va avoir bien plus de difficultés à s'exprimer, à participer au débat démocratique et va avoir beaucoup plus de difficultés à se présenter également. C'est une étude qui a été menée il y a tout juste un an, en octobre 2022, par le Center for Democracy and Technology aux États-Unis et qui a permis de quantifier ce qui relevait un petit peu avant juste d'un sentiment et qui a permis de démontrer que nous avons, sur la dernière décennie, un affaiblissement de la représentation des candidats et de la diversité de la société en raison de l'impact numérique des prises de parole des uns et des autres, et donc de la façon dont ces personnes sont attaquées dans leur dignité humaine, qui fait qu'elles ne se représentent plus et elles ne souhaitent pas se présenter aux échéances électorales, quelque chose qui donc est un affaiblissement pas direct, mais bien plus dangereux quand même de notre fonctionnement démocratique. Troisième élément, qui là est aussi moins évident, mais qui est tout aussi dangereux, c'est la façon dont les algorithmes, le fonctionnement des réseaux sociaux conditionnent notre cerveau à ne pas pouvoir adopter un mécanisme de réflexion qui favorise le débat démocratique. Le débat démocratique, c'est quoi? C'est la capacité à s'écouter, à échanger. C'est le temps long, c'est parfois la nuance. Les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est la charge émotionnelle la plus active. C'est la valorisation du contenu qui sera le plus violent, le plus dynamique, le plus disruptif, le moins nuancé possible. Ce sont des valeurs qui sont donc complètement à l'opposé des valeurs du débat démocratique. Et lorsque l'on conditionne notre quotidien et on conditionne notre cerveau à fonctionner et à ne reconnaître que ces éléments-là qui sont valorisés par l'amplification algorithmique, eh bien, on perd notre capacité à débattre et à admettre et à adhérer finalement aux valeurs démocratiques. Et donc, on a notre cerveau qui a l'habitude de passer d'un point à l'autre très rapidement, comme un criquet, et qui n'est plus ce cerveau du temps long qui va pouvoir se poser, réfléchir, nuancer, accepter, débattre, confronter les idées et donc faire vivre la démocratie. Je termine avec un dernier point. On a beaucoup parlé d'intelligence artificielle ici et de la question de la confiance que l'on peut mettre ou pas dans ces outils. Alors c'est très bien qu'on en parle et je vois que c'est un sujet qui prend de plus en plus de place dans le débat quotidien. Mais le revers de cette médaille, c'est qu'on est tous collectivement en train d'interroger notre confiance en l'outil numérique avec lequel on vit constamment. Et confiance en ce qui nous est donné par des tiers en termes d'information. Alors la confiance, c'est un élément qui est clé dans la démocratie. Et donc dans ce moment, on est en train de se dire, attention, on a des mécanismes tels que l'intelligence artificielle qui sont faux. On est en train de manipuler nos images, on est en train de manipuler nos informations. Eh bien, cela aussi un élément de contagion sur tout ce qui est institutionnel et tout ce qui vient des tiers. Et donc, on a ce double phénomène où il est tout à fait légitime de s'interroger sur la confiance vis-à-vis des outils d'intelligence artificielle, mais en même temps, on est en train, par ce phénomène-là, d'augmenter et de légitimer aussi le complotisme, et notamment le complotisme technologique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de tout cela ? Honnêtement, moi, j'ai que 10-15 minutes ici. Je pense que j'ai terminé mon temps d'ailleurs. Donc, je ne suis pas là pour vous apporter des solutions. Mon but, c'était quoi? De partager mes névroses avec vous, de partager mon anxiété et de faire en sorte que vous la partagez avec un maximum de personnes. Parce que, comme je vous le disais, 2024, c'est demain, c'est dans 2 mois. Et donc, on n'aura pas de solution magique. En revanche, chaque personne qui est ici peut agir à sa mesure. Que ce soit des personnes qui sont issues de l'écosystème numérique,
en développant des solutions, en essayant de trouver toutes les manières possibles pour pouvoir atténuer le risque. Parce qu'encore une fois, on va droit dans le mur, mais on peut essayer de modérer l'impact, disons. Que ce soit les gouvernements qui doivent là clairement prendre les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité du scrutin démocratique, et que ce soit bien sûr absolument tous les citoyens qui doivent être conscients d'une chose, c'est de l'existence de cette carte. Je vous remercie.